sur ces nouveaux modèles à explorer, parce que vous êtes aussi challengé. Alors, des opérations emblématiques, il y en a deux, justement, Eric Groven. Typiquement, l'opération qui est menée dans le futur village des médias, donc nous sommes en Seine-Saint-Denis, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, et qui sera retransformée ensuite et livrée aux habitants. Vous pouvez nous en parler, on va le voir en images. Alors, il y a quelques visuels qui vont apparaître. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la phase héritage des constructions olympiques et paralympiques qui sont faites dans le cadre des Jeux Olympiques. Et en phase héritage, nous allons transformer cette capacité d'hébergement pour les journalistes et pour les techniciens qui vont couvrir les événements sportifs en une cité-jardin du XXIe siècle dans laquelle on va rendre à la nature une partie de ce qu'on lui a pris avec une politique très volontariste de végétalisation de la majorité des espaces de façon à ce que on ait l'impression de se trouver dans un parc. Et une fois qu'on a dit ça, c'est un projet très ambitieux, puisque en 2 phases, nous allons livrer 700 logements, différents types de résidences, seniors, universitaires, mais également crèches, centres médicaux, un ensemble de services. Bref, on crée un véritable quartier de ville nouveau, et comme je l'entendais tout à l'heure, avec l'ensemble des fonctionnalités de ce que les habitants peuvent en attendre. Nous essayons, et la Solideo, qui est à la manœuvre pour piloter ces opérations, et dont nous sommes promoteurs, en l'occurrence, a été extrêmement exigeante, à la fois d'ailleurs sur le village des athlètes, mais également sur le village des médias, dans les normes qu'elle a imposées et dans les procédés constructifs. Et donc, nous voulons faire du village des médias en phase héritage un exemple emblématique de ce que peut être un projet immobilier d'aménagement d'un quartier de ville ambitieux et vertueux. Et nous avons consacré beaucoup d'énergie pour cela, d'abord pour faire accepter le projet et puis aussi pour le faire rentrer avec un chausse-pied dans un calendrier extrêmement contraint, car évidemment, il faut livrer de préférence le projet avant les Jeux Olympiques qu'après, parce que sinon ça perdrait beaucoup de son intérêt. Et donc, je suis fier de ce projet parce que je crois que nous avons une espèce de laboratoire en site réel, et j'espère que ce que nous livrerons sera à la hauteur des attentes, à la fois que le promoteur et l'ensemble des gens qui ont participé à ce projet ont mis comme espoir dans cette future cité-jardin. Très bien. À propos de laboratoire et de projection justement sur la ville de demain, alors chez Kaufmann et Broad, ce n'est pas que la maison en village, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a l'inconscient collectif qui amène la marque Kaufmann à certaines choses. Et là, vous allez faire différemment. Vous allez construire un quartier avec des bureaux, des commerces, des logements, résidences étudiantes. C'est à Reims, là aussi une belle opération emblématique. Oui, la maison, c'est 2% du chiffre d'affaires de Kaufmann et Broad. Pourtant, dans l'imaginaire collectif... Tout à fait. Par contre, je me permets de rebondir sur un sujet, c'est que quand on fait nos enquêtes satisfaction clients, et c'est un commentaire qui a été fait tout à l'heure, on leur demande 1 an après comment ils ont vécu dans l'appartement. Et en général, c'est là qu'on a les meilleurs scores. Donc, faut faire attention à pas tomber dans la caricature à chaque fois dans les postures des différents acteurs de la construction de la ville. Je pense que tout le monde a beaucoup progressé sur tous ces sujets-là et on est impliqué dans la construction d'une ville de qualité. Non, ça c'est un projet à Reims qui se construit sur des friches industrielles, des terrains très pollués qu'on va dépolluer, où aujourd'hui il doit y avoir 2 arbres, je crois qu'on les a comptés, identifiés. Il y en aura 1000 quand on aura fini le projet, où on va implanter, il va y avoir l'école de commerce Néoma qui va s'implanter sur le site. On va avoir bien sûr du logement étudiant, de la résidence senior, des bureaux, et puis bien évidemment des commerces. C'est un ensemble qui va être chauffé en géothermie, donc qui va être totalement neutre en carbone en phase d'exploitation, et qui présentera pour l'ensemble des logements, qui répondra largement aux critères qui ont été évoqué bien plus tard récemment par le ministère du Logement, mais on n'avait pas besoin d'avoir
d'avoir encore une fois ces règlements pour pouvoir en tenir compte sur les expositions, sur la taille des pièces, etc. Le fait d'avoir systématiquement des surfaces extérieures qui est très important. Et tout ça le long d'un canal et à proximité de Paris, puisque pas loin d'une gare. Et on pense que c'est une nouvelle configuration. C'est un peu à l'image de la redistribution qui est en train de se faire sur le territoire en ce moment. Très bien. Et donc là, on voit aussi donc sur cette fabrique de la ville de demain, Christine Lecomte, la construction de logements neufs, c'est l'un des leviers essentiels des politiques de l'habitat. C'est une question ? Oui. C'est pas le seul levier. Hein. C'est l'un des leviers. Voilà, c'est un des leviers, mais c'est pas le seul. On a un stock de logements vacants, on a de la réhabilitation, on a aussi un équilibre des territoires à retrouver, des centres-villes à revitaliser. Et c'est vrai qu'effectivement, il est plus facile de construire des logements de qualité en zone finalement tendue, où là il y a une forme d'exigence et aussi on va dire, de pouvoir d'achat. Par rapport à d'autres endroits en seconde couronne où effectivement là le produit Pinel a, et ça je pense pas que sur le plateau on me contredira, souvent moins de qualité constructive. Hein. Ça il faut quand même le reconnaître. Donc là on est en train de parler de cette politique du logement et de cette quantité de logements. Mais tout à l'heure on l'a bien dit, il y a aussi la réhabilitation, les passoires thermiques, le surpeuplement et puis le parcours résidentiel. Je pense qu'il faut aussi penser à cette fluidité du stock de logements et à penser aussi à la manière dont aujourd'hui, c'est difficile pour une personne âgée qui vit dans une maison seule, et on a quand même à peu près 50 à 60% de maisons individuelles qui sont un peu sous-peuplées. On a un vrai problème finalement quand cette personne veut rester dans son environnement et qui se dit mais en fait si je quitte ce village, ce quartier, etc., si je veux habiter autre part que ma maison, je n'ai pas de logement plus petit à cet endroit-là parce qu'il y a que des stocks de maisons. Donc en fait, la problématique, elle est vraiment dans la mixité et dans une fabrique qui nous permette effectivement d'avoir cet ensemble de réponses à diverses situations démographiques. Et puis, effectivement, il y a la question de la mutabilité des bâtiments progressivement, et ça, c'est important aussi dans la façon dont on fabrique la vie d'aujourd'hui et de demain. Et un dernier petit point, peut-être sur la question des matériaux. Aujourd'hui, la fabrique de la ville aussi de développer des économies de matériaux. Et là, on a réellement besoin d'un développement sur les matériaux biosourcés, géosourcés. On a parlé tout à l'heure du bois et j'étais totalement d'accord sur le fait qu'effectivement, s'il n'y a pas une politique de gestion de la forêt, on va avoir une problématique si on a la mode du bois, comme ça a pu être fait pour les Jeux Olympiques, qui prend tout son pas et finalement le bois ne vient même pas de France pour certains. Donc il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, la question c'est comment on territorialise finalement l'approvisionnement en matériaux, exactement comme dans l'alimentation, en étant dans une forme d'architecture de circuit court. Et donc ça, c'est toute une politique qui demande et qui est commencée à être entamée. Nous, on a déjà eu beaucoup de travail avec l'ADEME là-dessus. L'Ordre des architectes s'est énormément impliqué sur les filières courtes et notamment sur ces filières de matériaux qui ont énormément de qualité pour la santé. Je pense notamment aux isolants biosourcés. Et là, il y a un vrai challenge aussi pour nous pour retrouver un rapport à la matière, mais également en termes de confort pour les habitants, notamment en termes de canicule et de respirabilité des matériaux, de déphasage, ce qu'on appelle le déphasage et l'inertie thermique, c'est-à-dire la manière dont finalement, il va falloir que on travaille sur des bâtiments qui, parce qu'ils sont construits de manière intelligente et sans avoir une clim qui rajoute des choses, nous permettent de supporter des phases de canicule et nous permettent aussi d'utiliser moins de chauffage. Donc la terre, la paille, le bois, il n'y a pas de solution miracle. Et ça, moi, je rejoins messieurs qui parlaient. Mais par contre, il y a un véritable besoin de mixité et aussi pour sauvegarder la question du béton, c'est-à-dire de pouvoir continuer à utiliser le béton. On doit forcément travailler sur une mixité de matériaux qui nous permettra aussi d'être un levier économique local pour l'emploi. Et ça, faut pas l'oublier, avec des savoir-faire non délocalisables, de la matière non délocalisable et de proximité. À propos justement d'économie, de pouvoir d'achat, on est à quelques semaines de l'élection présidentielle, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on va évoquer aussi le logement et vos propositions. Est-ce qu'on peut produire du logement neuf moins cher ?
plus abordable? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est très compliqué? Alors, si je prends la parole sur ce sujet, Éric avant de la Greven. céder dans l'ordre qui était jusqu'à présent celui qui prévalait, moi je dis que pour contenir la hausse des prix des logements neufs, il faut s'attaquer à la cause principale, qui est le prix du foncier. Et la rareté du foncier, telle qu'on l'a évoqué, fait que quand un produit est rare, il est cher. Et il va devenir de plus en plus rare, sauf, effectivement, à rénover de façon beaucoup plus systématique qu'on le fait aujourd'hui des bâtiments existants, ce qui permet de, selon l'expression bien connue, reconstruire la ville sur la ville, au lieu d'étendre la ville, avec tous les inconvénients connus de l'étalement urbain. Mais aujourd'hui, l'un des sujets, c'est que, en tout cas sur ceux pour lesquels la collectivité pourrait avoir un impact, c'est-à-dire le foncier public, rien n'est fait pour encadrer l'augmentation des prix, car Nordine l'expliquait, déjà les maires se sont fait ratisser la taxe d'habitation. Alors pour l'instant elle est compensée, mais ensuite elle sera soumise plus tard à la régulation budgétaire, et de ce fait la crainte elle n'est pas pour tout de suite, elle est pour plus tard. Et moi j'ai depuis longtemps prôné l'idée qu'en ce qui concerne le foncier public, on devait interdire les enchères, faire procéder à des expertises, notamment par les domaines des services de l'État, et ensuite fixer un prix. Ça a été le cas, par exemple, sur le village des médias, particulièrement sur lequel nous avons répondu, sur lequel la Solidéo nous a dit, écoutez, le prix, il est fixe, battez-vous sur la qualité du projet. Et moi, je préfère me battre sur un beau projet connaissant mon prix de revient, plutôt que de me battre aussi en même temps sur une ressource qui, in fine, se retrouvera dans les prix de sortie pour les acquéreurs, quels qu'ils soient. Et donc, produire moins cher, pour ne donner qu'une petite partie de l'explication à ce stade, c'est de dire maîtrisons au moins le prix du foncier et agissons sur ce qui est à notre main. C'est le foncier qui nous appartient à tous, c'est-à-dire le foncier public. Nordine Hachemi, produire moins cher. Je rajouterais ce que vient de dire Éric, à nouveau, je me répète un peu, mais aménageons le territoire. Encore une fois, les espaces existent, et je ne parle pas d'étalement urbain. Prenons l'exemple de tous les territoires qu'on appelle suburbains, de densification de ces zones qui sont à 20-30 km des grandes villes. Mais pour pouvoir y vivre dans de bonnes conditions, en respectant les contraintes environnementales, notamment de transport, ça veut dire aménager le territoire. Ça veut dire y mettre des bornes électriques, ça veut dire y mettre des services, ça veut dire y mettre des transports publics et pas nécessairement des gros investissements. Vous mettez des bus en site propre, par exemple, c'est-à-dire avec une voie dédiée sur l'autoroute A13, pour donner juste un exemple, eh bien vous allez libérer des espaces qui sont déjà pré-urbanisés, c'est-à-dire déjà avec des sols déjà imperméabilisés, qui peuvent être densifiés, et puis qui vont répondre à un cycle d'utilisation d'ailleurs de ces logements, puisque nous on vient de s'associer, on a monté une société commune avec la Caisse des dépôts, avec la Banque des territoires, justement pour implanter des résidences seniors dont parlait Madame tout à l'heure, enfin la problématique des seniors qui habitent dans des maisons près de villes, isolées, sans service, et qui a besoin à un moment donné de retourner en centre-ville, mais il n'y a pas d'offre. Et donc nous on a décidé avec la Caisse des dépôts de faire une offre dédiée dans des petites villes. Donc on n'est pas sur les grandes métropoles, dans des petites villes, pour permettre ces mouvements de population. Ça libérera autant d'espace et autant de possibilités d'aménagement du territoire sur de l'existant. On parle d'aménagement là, du territoire, on se projette sur demain. Christine Lecomte, quelles sont vos propositions justement pour les villes et le territoire, et les territoires? Voilà, on en a beaucoup. Si vous deviez en retenir quelques-unes, on va dire les principales. Oui, alors peut-être déjà revenir sur effectivement la clé qui est le foncier et peut-être Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce qui a été dit ou pas, Christine, justement? Oui,
Oui, oui et non. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, le foncier, c'est une clé. Et effectivement, il a augmenté de 71% ces 10 dernières années. Que dans certaines régions, le coût du foncier représente presque de 25 à 50% des opérations. Donc, il y a un vrai sujet. Mais il y a aussi le coût du portage et des intermédiaires. En moyenne, 28% du coût du logement collectif va dans le portage, qui sont les frais bancaires, les marges, etc. Donc, il y a aussi des leviers sur cette manière-là, qui est aussi de se dire comment est-ce que on imagine la ville de demain plus frugale et avec des marchés peut-être plus qualitatifs. Donc, on a d'autres manières de faire. Ensuite, sur le foncier, effectivement, le foncier public, c'est un vrai sujet. On n'a pas parlé des offices fonciers solidaires qui commencent à se développer. Et là, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une politique volontariste sur ces sujets-là. Ça veut dire notamment que l'État peut aussi conserver ce foncier et le louer sur des baux amphithéotiques, des baux un peu plus longs, et permettre effectivement de décorréler le coût du foncier du coût du logement. Donc là, il y a un vrai sujet. Ensuite, sur la politique de l'aménagement du territoire, on a effectivement plein de leviers. Déjà, on demande cette politique d'aménagement du territoire, au ménagement du territoire depuis des années. Ça, il y a une vraie volonté. Ça fait 40 ans qu'on attend une vision. Ces présidentielles devraient nous donner l'opportunité que les candidats, après les gilets jaunes, après le surpeuplement, se positionnent sur comment on aménage, comment on ménage la France entre aspirations citoyennes, enjeux sociétaux et enjeux environnementaux. Là, il y a un vrai sujet. Et puis, il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière nous. Et ça, je pense que le temps du diagnostic, le temps de se dire, bah voilà, on fait un état des lieux, toute la filière, et on se met d'accord sur des objectifs. Il est plus admissible que aujourd'hui on soit encore dans des débats sur des présidentielles où on nous dise, moi, je ne ferai pas le ZAN. Je veux dire, à un moment donné, le ZAN, il faut qu'on le configure ensemble, il faut qu'on trouve sa justesse d'application territoriale, mais aujourd'hui, c'est la sauvegarde aussi de la planète de ne plus continuer à s'étaler. Donc, il y a vraiment des sujets sur lesquels on ne doit pas revenir, mais on doit se positionner pour trouver les solutions, et les solutions, elles existent. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de passer de démarches pionnières qui existent, et ça, les promoteurs, les architectes, les artisans de la ville savent le faire quand ils sont volontaristes sur les matériaux, sur les programmes mixtes, sur faire de la ville à partir de l'existant. On est capable de faire. Le problème, c'est de passer du pionnier à l'ordinaire. Et là, il y a un vrai sujet de comment est-ce que on met l'argent au bon endroit. Arrêtons, par exemple, dans les plans de relance, de dépenser de l'argent sans investir dans les filières. Voilà, ça c'est clair. Si on si on dépense de l'argent pour réhabiliter massivement la France et notamment poser de l'isolant, hein, et qu'en même temps on développe pas les filières d'isolation biosourcées en France, finalement on perd de l'argent. Donc il y a vraiment une espèce de stratégie à faire autour de ces nouveaux métiers, de cette nouvelle façon de construire la ville, peut-être aussi d'avoir des formations, on va dire, qui nous permettent à tous d'avoir des objectifs collectifs. Ce qui est souvent difficile pour un architecte, c'est quand le maître d'ouvrage ne sait à peine ce que c'est que l'acte de construire, parce que c'est pas du tout dans son ADN et dans sa formation initiale, surtout s'il sort d'une formation plutôt au commerce. Donc là, on a un vrai sujet là-dessus. Et puis, se dire que finalement, comme on disait tout à l'heure, la ville est au cœur de notre démocratie. Donc, l'espace public, l'espace collectif, l'espace commun a une vraie valeur d'usage inclusive. C'est-à-dire qu'on fait la ville pour tous et pas simplement pour les personnes qui sont riches. Donc, on a dans le livre qu'on a proposé 8 items que je vous proposerai de regarder, mais globalement, pour les présidentielles, si déjà on se disait ayons un vrai ministère d'État sur les questions d'aménagement du territoire, posons un état des lieux avec des états généraux de la filière qui nous permettent de valider des objectifs communs, et ensuite mettons l'argent pour changer ce qu'il faut changer dans les formations, dans les métiers, dans l'investissement qu'il faut pour les filières. Ça permettrait à tout le monde d'atteindre des objectifs et de pouvoir ensemble renouveler la fabrication de la ville. Éric Groven, des propositions sur à la fois le territoire et la politique du logement. Alors je crois effectivement que ce qui est important, c'est que la politique d'aménagement du territoire et que la politique du logement, qui en est l'une des conséquences,
reviennent dans le débat public. C'est compliqué de faire venir ces idées dans le débat public parce qu'au fond, c'est technique, c'est transpartisan, c'est peu clivant. En dehors d'associer par exemple la politique du logement à une idéologie particulière. Et donc, de ce fait, ça mobilise relativement peu. Puis comme on l'a dit, quand on a 35 millions de résidences principales en France et qu'on construit 350 000 logements, c'est Nordine qui m'avait soufflé ça un jour quand on s'était rencontrés, on transforme le parc d'1% par an. Et donc, à l'échéance d'un mandat présidentiel de 5 ans, c'est 5%. Et donc, la rentabilité, en quelque sorte électorale, de ce débat n'est pas évidente. Et donc, moi, je souhaite qu'on en parle. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les propositions des différents candidats. Oui. Et donc, pour faire rapidement un commentaire, je suis frappé de l'éparpillement des idées qui sont picorées à droite, à gauche, qui, prises individuellement, peuvent avoir de l'intérêt ou se discuter, mais dont aucune ne forme l'ossature d'une vision. Ce sont ponctuellement des petites idées qui sont certaines ont de l'intérêt, mais on ne voit pas de ligne directrice dans l'esprit des candidats. Alors le dernier candidat, qui ne l'est pas encore, a annoncé 4 grandes thématiques de campagne, dont une consacrée au logement et à la dépendance. Et donc nous verrons si un nouveau candidat, le dernier venu, propose une vraie politique d'aménagement du territoire et du logement. Mais vous-même, Eric Groven, une proposition, s'il fallait en retenir une? Je crois que l'essentiel, ce serait véritablement de réanoblir l'acte de construire en desserrant les contraintes et en particulier, un ancien ministre du Logement avait dit « dès qu'on crée une norme, on en supprime une autre ». Et aujourd'hui, les normes s'additionnent et je n'en vois pas disparaître. Donc, soyons raisonnables sur l'inflation réglementaire, sur l'inflation normative et essayons de laisser respirer la filière dans son ensemble. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté dans la filière immobilière au sens large qui ne demande qu'à s'exprimer et qui se trouve dans une espèce de carcan administratif et réglementaire qui l'empêche de respirer. Nordine Hachemi. Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais mon souhait, ce serait que ce ne soit pas un débat de présidentiel, parce que, à part le fait de supprimer le ministère du Logement qui est contre-productif, donc ça, c'est la seule chose que je demanderais, parce qu'un ministre du Logement, il sont obligés d'agir, et en général, il reste 18 mois en poste. On vient de le dire, la transformation du parc, c'est un siècle. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes pas de temps, et en 18 mois, il veut faire quelque chose. Et il fait quelque chose qui a une espérance de vie de 18 mois. Donc, supprimer le ministère du Logement et surtout ne pas en faire un débat, parce qu'il n'y a pas un logement de gauche, il n'y a pas un logement de droite, il y a la nécessité d'avoir des solutions locales. Madame l'a dit tout à l'heure. Si on veut vraiment regarder dans l'histoire, on construisait pas les logements de la même manière dans le sud et dans le nord de la France. C'est aberrant qu'on ait les mêmes normes thermiques qui s'appliquent sur tout le territoire. Quand on voit que les problèmes des normes thermiques dans le sud, c'est plutôt la chaleur que le froid. Et on a appliqué les mêmes normes thermiques, les mêmes solutions. Donc il faudrait que l'État reprenne son rôle d'aménageur du territoire, c'est-à-dire des grandes politiques qui s'étalent sur des durées très longues. Puis ensuite de ça, certainement passer des contrats avec les régions sur la production de logements, et les régions elles-mêmes travaillant avec les élus locaux, parce que c'est elles qui sont en contact avec la réalité du territoire et certainement pas un ministère du Logement. Et c'est le seul souhait que j'aurais, c'est effectivement qu'on n'en fasse pas un débat présidentiel. Jean-Christophe Vizier, quel est à vous votre souhait avec votre double casquette CSTB et ADEME? Écoutez, dans les travaux qu'on a fait, on a fait émerger 4 scénarios possibles d'évolution. Il y en a un que j'ai évoqué, c'est difficile de tout faire. On essaie de tout faire à la fois, on n'y arrive pas. Il y en a un deuxième, c'est un scénario de pénurie. Il n'y a plus de foncier, on manque de matériaux, on manque de ressources financières, et donc ça va très mal. Et puis il y a 2 scénarios plus positifs. Il y en a un qu'on a appelé le bâtiment comme un service. Et si on arrêtait de regarder le bâtiment comme un objet, mais plutôt comme les services qu'il rend, et qu'on poussait plutôt à faciliter les parcours résidentiels. Vous savez que par exemple fiscalement aujourd'hui, vous payez des taxes importantes quand vous changez de logement. Alors que peut-être une des manières de répondre au problème du logement, c'est de faciliter ce passage au cours de la vie
d'un logement à l'autre. On pense qu'il y a là une vision qui pourrait être importante, de regarder le bâtiment comme un service. Et puis la quatrième vision, c'est une vision de rééquilibrage territorial, parce qu'on voit qu'on a des endroits où c'est très tendu, où on a beaucoup de difficultés, mais où on a aussi beaucoup d'endroits où les bâtiments sont pas si pleins que ça, et que peut-être on pourrait avoir une aspiration des Français qu'on sent de mieux utiliser le territoire, et qu'à ce moment-là, ça nous donnerait des degrés de liberté nouveaux. Ça imposerait bien sûr des rénovations importantes, mais ça nous donnerait des degrés nouveaux de liberté pour vivre dans des bâtiments de qualité, mais plus répartis sur le territoire. Donc voilà peut-être ces deux visions clés et positives, soit le bâtiment comme un service, où on va pousser à adapter le bâtiment aux époques de la vie de chacun, avec probablement beaucoup moins de propriétaires, peut-être faire sur le logement ce qu'on a fait avec la voiture, on est de moins en moins propriétaire de sa voiture, peut-être que ça pourrait être intéressant dans un certain nombre de cas de faire ce qu'ont fait les grands acteurs du tertiaire, qui de plus en plus ont décidé de ne plus être propriétaires de leur bureau, mais d'en être locataires, parce que ça leur donne plus de flexibilité. Ça c'est une vision, le bâtiment comme un service, ou l'autre vision qui est de se rééquilibrer sur les territoires en rénovant massivement le déjà là, qui a un potentiel très important, le neuf venant en complément de ce qui manque sur ce déjà là. Très bien, merci Jean-Christophe Vizier. Christine Lecomte, un mot de conclusion ? Oui, un petit mot de conclusion. Merci beaucoup Olivier. Je pense que les deux scénarios que vient de nous présenter Jean-Christophe pourraient aussi se combiner. Et c'est là où en fait on se questionne sur notre culture et sur la manière dont on vit ensemble. Je disais tout à l'heure, la ville c'est la spatialisation de la démocratie, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut être optimiste quand même. Hein. Il faut l'être. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à conjuguer ces aspirations citoyennes avec tous les enjeux qui nous arrivent. Et ça demande que chacun en prenne conscience. Donc on a vraiment cette culture du partage de la ville à faire, mais qui va aussi nous rapprocher, qui va aussi nous permettre d'être plus ensemble. Et donc c'est cette mutualisation des usages, c'est la manière dont on va réparer l'existant, c'est aussi peut-être la place qu'on donnera moins à la voiture. C'est vraiment un objectif collectif. Et peut-être qu'il n'est pas dans notre ADN en France, mais qu'on peut travailler à ce qu'il le devienne collectivement. Et c'est là où moi je rejoins les autres invités sur la vision. On attend un peu de cette question de vision, cette manière de porter en fait la ville. Donc quand nous on a lancé le cri réparons la ville, c'est peut-être aussi réparer dans le sens être fier de considérer ce qu'on a déjà et d'essayer d'en faire autre chose, en mettant la création au cœur de l'habitat et de la notion de habiter ensemble. Merci beaucoup. Mot de la fin, tous les deux. Éric Greven. De ce débat. Merci de mettre ces questions à l'ordre du jour, même si ça n'est pas qu'un débat des présidentielles. Heureusement que ce moment nous est offert de pouvoir en parler tous ensemble. Eh bien écoutez, merci à tous les deux en plateau. Merci Christine Lecomte. On rappelle le livre « Réparons la ville » avec Sylvain Grisot, écrit avec l'urbaniste Sylvain Grisot. Et puis Jean-Christophe Vizier. Alors on peut retrouver sur Internet l'étude prospective « Imaginons ensemble les bâtiments de demain ». Merci à tous les quatre et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.